Bonjour Philippe, Bonjour Cédric. merci d'être avec nous aujourd'hui et de nous faire l'honneur justement de partager ce temps. Donc, je, je fais des interviews avec les coachs qui m'inspirent et tu fais partie de ces coachs qui m'inspirent. Je t'ai découvert il y a quelque temps au travers un webinaire deux webinaires que tu as fait centrés sur les équipes et donc le travail avec les métaphores et avec le clean language. Et c'est ce qui m'a donné envie d'aller plus loin avec toi. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur que tu me mentors justement sur les compétences du coach. Et dans cette interview, je te propose de te poser quelques questions. La première, c'est de te présenter, nous dire qui tu es. Ben voilà, je suis Philippe Declercq. J'ai à passer en trois étapes. J'ai d'abord travaillé dans l'informatique, et puis de l'informatique, je suis passé au monde du recrutement et de l'executive search, comme on appelle ça. Et de l'executive search, je suis passé au coaching professionnel. Et il y a eu des liens entre ces trois parties, mais en particulier celle de l'arrivée dans le coaching professionnel, c'est une demande d'un client. Mhm. Qui, alors que j'avais aucune formation de coach, rien du tout, qui m'a dit, est-ce que tu peux coacher deux managers chez nous? Moi, j'ai répondu oui, comme matamor, je pense. Et tout le monde était très content parce que les deux personnes ont réussi les objectifs à court terme qu'elles avaient à remplir. Et le client était très content et il est encore client aujourd'hui. Donc, et ça date de 2003-2004. Ouais, donc c'est assez ancien. Euh, Par contre, je me suis assez vite rendu compte que je ne faisais pas du coaching, que j'étais en train de faire du mentorat, dans le Mhm. sens du professionnel du mentorat, c'est-à-dire que je passais mon expérience à ces gens et je leur donnais un certain nombre de conseils sur la façon de faire les choses dans des conversations très amicales et très sympathiques. Et tout le monde était content parce qu'ils ont réussi à faire les choses à court terme. Ce qu'il y a de différent, c'est que il n'y a pas eu un apprentissage réellement à long terme qui était présent. Un des deux exemples, c'est qu'il y en a un Mhm. qui devait faire un examen. Il a réussi son examen, mais il n'a pas développé une méthode pour étudier ou une méthode pour se préparer à d'autres examens. Donc, la différence qu'on peut faire avec le coaching, c'est au lieu de s'occuper de réussir à court terme, on va s'attarder à construire quelque chose d'utile à long terme. Mhm. Alors, j'ai fait des études de coach à ce moment-là, donc je suis allé dans une école où j'ai étudié pendant 2 ans, et puis je me suis développé. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas combien d'heures de formation j'ai fait. Je dois approcher les 1000 heures ou quelque chose comme ça. Ouais. Plus les heures où j'ai donné cours, qui sont aussi des heures d'apprentissage très fort, Tout à fait. évidemment. Hein, donc, le fait de transmettre sa connaissance, c'est, ça m'amène à un thème important par rapport au coaching, c'est la conscience de ce qu'on fait. Mhm. Un peu, ceux qui vont donner des formations doivent reconscientiser leur savoir-faire pour pouvoir l'expliquer. Absolument. Mais un coach, c'est quelqu'un qui fait les choses avec son client de façon consciente. Alors, en même temps que je t'entends parler, ça me rappelle des choses où j'étais déjà entendu parler Oui. avec beaucoup justement de conscience. Alors, je ne sais pas si ça en fait partie, mais est-ce que tu peux nous partager ta signature, ce que j'appelle souvent ta signature ou ton unicité en tant que coach? C'est une question assez difficile. Je pense que je me concentre vraiment sur la relation avec le client et la présence au client. En tout cas, c'est mon intention. C'est d'être Mhm. vraiment dans cet aspect-là. Et j'évite le plus possible de rentrer dans des outils ou dans des techniques pour mener la conversation. Donc, vraiment, l'idée, c'est le client vient me voir, on se met ensemble dans une bulle de sécurité, une bulle de confidentialité dans laquelle il peut exprimer tous ses projets, toutes ses envies, toutes les idées qui lui viennent.
je suis là présent à l'écouter et à poser des questions pour l'aider à développer ses idées, l'aider à faire de la créativité, l'aider à confirmer certaines décisions, etc. Et puis quand il est content, il perce la bulle et il s'en va. Mais je n'ai pas besoin là d'avoir un atelier avec une rangée d'outils dessus. Ouais. Éventuellement, le client apporte ses outils, sa boîte à outils à lui, pourquoi pas. Mais moi, je n'en ai pas. Je suis là simplement. Et l'image qui me vient, c'est un peu certaines images qu'on a des sages asiatiques, par exemple, hein, installés, qui sont là pour écouter. Là, je n'ai pas cette posture parce que physiquement, j'arrive plus à le faire, mais c'est un peu ce que j'essaye d'être mentalement, d'être vraiment quelqu'un à l'écoute et présent. Et curieux de ce qui se passe chez notre client, chez le client, et curieux de lui laisser l'espace où il peut utiliser toute sa créativité pour lui-même. Merci. Alors, tu parlais de au moins 1000 heures de formation et sans parler de ce que toi tu as transmis, qui sont effectivement des espaces d'enseignement également. Euh, des fois, on parle de coaching d'excellence ou en tous les cas une démarche d'amélioration de sa pratique en tant que coach. Pour toi, comment être un meilleur coach? Là, il y a plusieurs réponses à cette question. Euh, la première, c'est d'être déjà curieux et à l'analyse du travail qu'on fait. Mhm. Donc, c'est d'avoir ce courage de se mettre en question, de réécouter ce qu'on fait, parfois, par exemple, de faire des enregistrements et d'écouter ces enregistrements juste pour soi-même, pour voir un peu ce qu'on fait. Donc, d'avoir ce courage de se faire soi-même du feedback par rapport à ce qu'on fait. La deuxième, et c'est un engagement qu'on prend comme coach, c'est de faire une formation continuée dans des domaines qui peuvent nous être utiles par rapport au coaching. Chacun a un peu de liberté par rapport à cette formation continuée. Il y a des sujets qui sont extrêmement proches du coaching, il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Et cette formation continue, elle doit avoir, à mon sens, deux objectifs. Le premier, c'est d'augmenter le professionnalisme du coach, en le mettant mieux à la disposition du client, en se mettant soi-même mieux à la disposition du client. Mais elle a aussi un objectif de développement personnel. Mm. Certaines formations sont réellement orientées sur ce développement personnel. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est d'assurer une formation continuée. Et la troisième, c'est peut-être de ne pas rester tout seul et d'avoir une pratique réflexive sous différentes formes, mais en tout cas d'assurer cette pratique réflexive avec des partenaires qui sont d'autres coachs, par exemple, ou un autre coach, ou d'autres coachs, ce qu'on appelle de l'intervision parfois dans le vocabulaire. Donc, les Mhm. coachs s'asseyent ensemble et discutent de leur situation, de leurs difficultés, entendent les conseils et les avis des autres coachs, ou alors travailler vraiment avec un superviseur. La différence, c'est que le superviseur, c'est une personne qui a une formation spécifique de superviseur. Et pour donner un simple exemple de qu'est-ce que ça représente, ma formation de superviseur m'a pris 165 heures, donc c'est autant qu'une formation de coach, Mm. Tout à fait. hein, et qui est tout à fait spécifique. Toi, particulièrement, dans ces différents outils, lequel tu utilises avant tout? Je ne sais pas si le terme outil est exact parce que souvent, quand on parle outil, on se dit qu'est-ce que je prends dans la PNL, qu'est-ce que je prends dans la risque rédactionnelle, qu'est-ce que je prends dans l'intelligence, etc. Euh, en tant que tel, je pense que les outils n'apparaissent pas dans ma façon de travailler avec un client. Mhm. Mais c'est vrai qu'à certains moments, ils me servent à avoir une réflexion par rapport à ce que j'observe. Mhm. Et, euh, et ça peut être de tous ordres. C'est pour ça que le fait d'avoir soi-même travaillé avec du développement personnel et d'avoir utilisé sur soi-même un certain nombre d'outils, justement ici. Je pense par exemple à des outils de l'analyse transactionnelle qu'on pourrait utiliser
à titre personnel, je pense quelle est ma position dans le triangle dramatique, ou bien quels sont les drivers qui m'influencent quand je suis en train de faire du coaching, etc. Donc, ce sont des outils. Si on les a utilisés pour soi-même, on commence à devenir sensible à les reconnaître chez notre client et on peut formuler notre questionnement et être très curieux de ce qui lui arrive sur base de ce qu'on observe. Et à ce moment-là, les outils sont vraiment utiles. Lesquels? Je pense qu'on n'en a jamais trop peu. C'est un peu, on est un peu, nous, comme des amateurs de voitures qui ont un garage dans lequel ils aiment bien faire l'entretien. Ils ont toujours un mur plein d'outils. Alors, il y en a peut-être qui n'ont jamais servi. C'est mon cas. J'ai retapé une vieille voiture, j'avais des paquets d'outils. Mais je crois que dans le jeu de clés, par exemple, il y en a 3 qui m'ont servi pendant tout alors que j'en avais 30, quelque chose comme ça. Je pense que c'est un peu la même chose avec un coach. On apprend des tas de choses et puis dans la réalité de la vie, on s'aperçoit que on réduit extraordinairement le nombre de choses qu'on va utiliser et ça devient plus un support de la réflexion qu'on a face à son client pour formuler son questionnement, beaucoup plus qu'autre chose. Et moi, je t'ai découvert au travers les métaphores. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui a une grande place justement dans ta manière de procéder? Ben, les métaphores, elles sont dans deux sens. La première, c'est quelles sont les métaphores qui sont utilisées par le client. Mhm. Et c'est en étant à l'observation et à l'écoute de notre client qu'on va entendre les métaphores qu'il utilise de façon spontanée. Parce que dans notre langue, en français et dans toutes les autres langues de l'UE aussi, il y a énormément d'expressions qui en fait sont des métaphores. J'en ai plein le dos, ça me fait mal au ventre. Hein, euh, ouais, je ne supporte plus tout ce bruit. Enfin, peu importe, il y en a plein, plein, plein. Donc, c'est intéressant déjà d'être conscient que notre client va utiliser des métaphores et de les relever quand ça peut sembler utile de les relever. Hein, si le client dit tout ça me semble beaucoup trop loin, ben, hein, loin combien? Hein, ça va pas très bien en français, mais combien loin ou bien C'est ça. à quelle distance? Hein, Ouais. hein. Donc, c'est de relever les métaphores utilisées par le client. La deuxième, c'est que parfois, nous, comme coach, on va proposer une métaphore au client. Ça peut arriver aussi. Hein. On va susciter chez le client l'expression d'une métaphore. Je ne crois pas qu'il existe au monde une séance de coaching où on n'a pas à un moment donné utilisé la métaphore. C'est quelque chose que nous faisons de façon naturelle, que nous comprenons de façon assez naturelle, qui fait partie de notre culture, de notre langage, de notre façon de communiquer, et qui est tout à fait accepté par les deux parties. Et qui, en fait, ont une chose extraordinaire, c'est comme si on se passait un ballon, et il y a plein de trucs dans ce ballon. Mais on n'a pas besoin de l'ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans. Parce qu'en se passant le ballon, on ne transforme pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, ça reste, on conserve l'originalité du ballon qu'on se transporte. Et c'est la même chose avec les mots, c'est la même chose avec les. Donc, c'est vraiment important de ne pas transformer le ballon que le client nous offre. Très belle métaphore. Mhm. Est-ce que tu voudrais nous partager un de tes meilleurs souvenirs de coaching? Mhm. Ouais. Quand même, il y a un coaching qui m'a toujours énormément touché et qui me touche encore quand j'en parle. Euh, Vient chez moi en coaching une dame d'un peu plus de 50 ans euh, qui était qui venait de divorcer, n'ayant jamais eu un emploi autre que celui de maman ou d'épouse pendant 30 ans. Donc elle se retrouve à un peu plus de 50 ans avec un mari qui ne paye même pas sa pension alimentaire, enfin non, un ex-mari qui ne paye pas sa pension alimentaire, et sa maman lui paye les séances de coaching. Voilà, chose extraordinaire. Et après une dizaine d'heures passées avec cette personne, elle a trouvé un emploi dans un domaine qui l'intéressait. Donc elle a découvert pendant le coaching qu'elle avait envie de s'occuper d'enfants. Elle a mené une campagne de recherche
en rencontrant des directeurs d'institutions s'occupant d'enfants. Et le deuxième qu'elle a rencontré lui a dit, j'ai un job pour vous, là. On cherche une surveillance de nuit. Êtes-vous d'accord de faire la surveillance de nuit chez nous? Et voilà comment cette personne a trouvé, en plus, elle avait très peu de niveau d'études, elle avait fait ses humanités inférieures, donc c'est pas beaucoup. Tous ses collègues l'ont aidé à passer le diplôme d'humanité au jury central, de façon à ce qu'elle puisse s'inscrire au cours d'éducatrice. Je n'ai pas de nouvelles depuis à peu près un an, mais quand les dernières nouvelles que j'ai eues, il ne restait plus qu'un an à faire pour avoir le titre officiel d'éducatrice et de pouvoir travailler avec un salaire encore plus intéressant dans un milieu dans lequel elle se sent heureuse. Alors ça, c'est un souvenir de coaching vraiment qui m'émeut chaque fois que j'en parle. Merci de ce partage très touchant, effectivement. Et ce que j'en retiens, c'est qu'il y a le fait que nous sommes là présents avec le client, nous lui montrons qu'on a confiance en lui ou en elle et qu'on croit que tout est possible pour lui. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose de très puissant dans cette relation de coaching. Voilà. Merci. Alors, j'ai 2 questions que je pose traditionnellement à la fin. Je ne sais pas si tu vois à qui je fais référence dans le traditionnel. Que dirais-tu à quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui envisage de se faire coacher? Je dirais vas-y. Je dirais vas-y, parce que si on envisage de se faire coacher, c'est qu'on se pose une question depuis déjà un certain temps et que seul on n'a pas trouvé la réponse. C'est la seule chose qui peut expliquer l'envie de travailler avec un coach. Il y a quelque chose que je ne peux pas résoudre seul. Et pas parce que le coach va le résoudre, mais parce que j'ai besoin d'une personne à qui en parler, qui va me poser des questions, qui va m'aider à ouvrir ma réflexion à quelque chose de beaucoup plus large, qui va me permettre de faire des prises de conscience d'un certain nombre d'aspects, des obstacles que je mets moi-même, par exemple, à la réalisation d'un projet, ou d'autres choses qui sont des moyens auxquels je ne pensais pas et qui sont à ma disposition. Donc, c'est vas-y. Si quelqu'un envisage d'aller chez un coach, c'est qu'il a besoin de résoudre ou de donner une réponse à comment est-ce que je vais l'appeler? Ça, c'est pas une question, c'est donner une réponse à un projet ou à une envie. Et malheureusement, parfois dans les entreprises, on utilise le coaching pour corriger des situations, ce qui n'est pas, ce qui le dévie un petit peu de sa définition originale. Oui, tout à fait. Merci. Et pour quelqu'un qui nous regarde et qui envisage, lui, de devenir coach. Il faut se poser une question importante, c'est suis-je capable d'être dans un amour inconditionnel des personnes qui viendront me trouver? Est-ce que je suis capable d'aimer ceux qui vont venir me trouver pour leur offrir ma confiance, mon énergie, ma patience, ma présence, mon écoute? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aimer les gens à ce point-là? Si la réponse est oui, il n'y a rien qui peut empêcher quelqu'un de devenir coach. C'est une très très belle manière de présenter, effectivement. Merci. Et merci ce que tu nous as transmis. Et je te retrouve bien là, à nouveau inspirant. Et voilà, j'espère que vous aussi, ça vous apporte. Et avec ta fin, c'est dans le mentoring, c'est quelque chose que j'éprouve souvent, que je ressens souvent. Donc, merci d'être celui-là. Merci à toi, Cédric, pour ces questions. Eh bien, bonne journée et puis au plaisir de vous retrouver. Merci encore, Philippe. À bientôt.